Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Les questions d'actualité. La semaine est assez mouvementée et agitée sur les questions des leurs. Les questions des leurs, c'est les marches qui ont pour fond la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Au-delà de la désignation, les questions de fond. Quelle est la procédure de désignation? Quelles sont les réformes qu'il faut pour la CENI, pour que le Congolais ait la capacité et de voter et d'élire quelqu'un, plutôt que de rester sur le débat de forme, sur ce que nous allons décrypter dans cette émission, mais aussi les lois Minakou, parce que vous êtes peut-être déjà informé de la démission du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tunda Yakasende. C'est lui-là même qui était auditionné il y a peu, qui a parlé de Yémei. Maintenant qu'il part, que va-t-il arriver? Nous allons réfléchir, mais surtout c'est le loi Minakou et aussi le dossier CENI. Réfléchir sur ces questions avec quelqu'un qui maîtrise le domaine, mais aussi il est initiateur d'un projet de loi de réforme sur la CENI. Nous allons, sans passion, mais avec un peu d'intelligence, chercher à savoir la CENI compose comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il faut corriger. Ce sera pareil aussi pour le loi Minakou, qui ont été suspendus, mais qui vont revenir à la session de septembre. Pour ça, nous avons quelqu'un qui maîtrise d'ailleurs les us et coutumes parlementaires. Une trentaine d'années dans la vie politique active, je veux dire. J'espère pour lui qu'il nous laissera de la place. Nous devons se faire preuve de niveau et d'audace. C'est l'honorable Christophe Lutundula. Honorable, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, honorable? Assez bien. Une trentaine d'années de vie active en politique, on n'a pas de place, nous, jeunes. C'est la question qu'on me pose tout le temps. Je voudrais quand même rappeler que les vieux d'aujourd'hui, je ne sais de le dire, ce sont les jeunes d'hier. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux. Il n'y a pas de génération spontanée en politique comme dans la vie sociale de manière générale. Il faut se préparer, il faut se battre et il faut convaincre. Je rappelle qu'en 1960, Lumumba, qui est né en 1925, n'avait que 35 ans. Il a été tué par ses congénères parce qu'au fond, même les Bodikango qui étaient dans la classe politique, sinon le plus âgé, mais parmi les plus âgés, il n'avait pas 60 ans, il avait la cinquantaine. Le président Kassavou, c'était dans la quarantaine. Et ce sont ses congénères qui l'ont tué. Je parle de Lumumba. Ouais. Le président Mobutu a fait son coup d'État, né en 1930. Coup d'État à 65, il avait 35 ans. Joseph Kabila est arrivé à 29 ans. Et les collèges de commissaires généraux, l'âge moyen, c'était la vingtaine. Ouais. Même sous le président Mobutu, la plupart des gens qui ont travaillé avec le président Mobutu jusqu'à son départ sont entrés en politique dans la vingtaine. Les Feux sans passar, mon ancien patron, que son nom j'en viens. C'était des jeunes. Et ce qui est dramatique pour nous, c'est que les jeunes qui disent qu'ils peuvent faire mieux, comme les femmes d'ailleurs, qui veulent aussi travailler. Ils ne brûlent tous d'envie que de devenir comme les vieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aussitôt montés aux affaires, on reproduit les mêmes tares. C'est comme qui dirait que depuis 1960, il y a quelque part un décor planté pour la reproduction des mêmes générations, des mêmes tares, et j'en passe. Aujourd'hui, si on prenait par exemple les rapports sur les crédits donnés au FPI. Je vous en parle à parfaite connaissance de cause parce que j'ai présidé le comité de liquidation de fonds de convention de développement et le comité de création de FPI. Vous trouverez des jeunes là-bas. Si on voit par exemple les pillages des maisons, des véhicules de l'État, je prends ces quelques cas, vous trouverez des jeunes. Donc, c'est pour cela que moi, depuis l'époque de la conférence nationale avec le Fayoulou, nous ne sommes jamais intéressés à
ce type de mouvement, ce type de discours. D'accord. Et je termine en disant que si les vieux continuent, même ceux qui sont plus âgés que moi, c'est parce que les jeunes n'ont pas monté la capacité d'échanger et la capacité d'apporter un sang nouveau. C'est parce que vous n'avez pas formé les gens, il n'y a pas de relève. Qu'est-ce que vous voulez dire par former? Qu'est-ce que vous voulez dire par former? Moi, je n'ai pas eu dans ma famille un parrain politique. J'ai fait des études primaires, secondaires, universitaires, comme tout le monde. J'ai terminé, j'étais magistrat, je suis entré dans les cabinets comme tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez par former? Si vous voulez mettre en cause l'éducation familiale et le niveau de formation à l'université, je suis d'accord avec vous parce que nous tous, nous sommes porteurs de notre éducation de base. Et là où je vous rencontre aussi, c'est l'exemplarité. Le Congolais, tous les Congolais, nous sommes en quête des exemples, des modèles. Et là, la classe politique, non, que dis-je, la classe dirigeante, c'est-à-dire les dirigeants politiques et sociaux, nous devons nous astreindre à l'obligation de l'exemplarité. On cherche des modèles dans notre société. Les lois Minakou, d'ailleurs à la base de la démission du ministre de la Justice, qui avait envoyé le rapport à l'Assemblée nationale sans l'aval deux autres, le Conseil des ministres avait dégénéré, on connaît l'histoire. Mais aujourd'hui, ça tire dans tous les sens, sans pour autant que la population comprenne le bien ou le mal de ces projets de loi. Lorsque j'entends Minakou parler, il dit qu'il y a des magistrats véreux. Vous êtes un ancien magistrat, qui font à leur manière. Alors il fallait qu'il y ait quand même la même mise du ministre pour que lorsqu'il y a des plaintes, des égarements de ces magistrats, que le ministre sache recadrer. Donc le fond de ces lois n'est pas mauvais, mais les gens ont interprété, disant que le ministre de la Justice devrait avoir beaucoup plus de pouvoir, et donc la mainmise sur le parquet. Que pouvez-vous dire par rapport à ces propositions de loi à la population qui nous suit de manière intellectuelle? Bon, je vais dire clairement ceci. Nous avons fait il n'y a pas longtemps le bilan de 60 ans d'indépendance. J'ai cru entendre chez tout le monde que, avec beaucoup d'amertume, que nous avons échoué. Nous n'avons pas réussi à transformer ce Congo libre que depuis l'indépendance nous ont laissé en un Congo nouveau. Ça c'est clair, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça signifie que nous devons revoir nos copies dans tous les domaines. Et parce que nous parlons de justice, affirmer aujourd'hui que le système judiciaire, même s'il y a une lueur d'espoir, de renaissance, ou si vous voulez, de remodélage de notre système judiciaire, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment beaucoup de réformes. Avec Moïse Katumbi, nous avons un programme d'ailleurs que nous devions présenter la fois dernière, que nous allons présenter, avec des réformes précises sur la justice. Les magistrats eux-mêmes ont organisé les états généraux il y a quelques années, avec le ministre Tamboué à l'époque. Il y a toute une charte de réformes. Donc de ce côté-là, on ne peut pas discuter. Moi-même, ancien magistrat, député pendant plus de 20 ans, je peux vous dire que j'ai déjà été victime du comportement de mes anciens collègues magistrats. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Et le problème se situe au niveau de l'opportunité et de la manière de le faire. Vous commencez par l'opportunité. Il faut des réformes, comme je viens de l'affirmer, mais les réformes que les deux collègues Sakata et Minakou ont proposées sont tombées comme un cheveu dans la soupe. Je ne dirais même pas dans la soupe, comme une sorte d'improvisation, d'un diktat que l'on voulait à tout prix imposer, et sur une matière sensible. Très sensible. Parce que l'indépendance, je reprends le terme de l'article 149 de la Constitution, du pouvoir judiciaire, c'est une des options fondamentales de la Constitution de Sun City, que je rappelle, et un compromis historique, un compromis national. Et l'indépendance est protégée par l'article 220 qu'il a introduite dans les dispositions verrouillées. Il faut avoir tous ces éléments-là.
Et l'opportunité aussi. Et vous en doutez, au moment où les vents, comme je l'ai dit, est à la réhabilitation de l'appareil judiciaire à travers un procès dont, quelle que soit son opinion, on ne peut pas dire que le procès, Kamel tel qu'on l'a vécu, n'a pas été bien conduit. Ça ne dit pas que c'est irréprochable. Et les gens voient à l'horizon pointer la lumière de l'indépendance de la justice, pour retenir les termes, qui est un des piliers du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il en a fait vraiment un credo, une priorité des priorités. Et en ce moment-là, quand vous sortez de cette manière, vous déposez des propositions de loi, en quelques minutes, en quelques jours, ça passe en plénière, paf, en commission, et au gouvernement, c'est après qu'on nous parle des observations du gouvernement, avec tout ce qu'on connaît. Là, les gens se disent, mais finalement, ces gens, ils veulent quoi? Et quand on connaît aussi que la famille politique était au pouvoir il n'y a pas longtemps, et pendant plus de 10 ans, pourquoi n'a-t-on pas fait ça? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et là, on est dans les intentions de supputation. On connaît aussi comment cette famille a abusé du parquet. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, Katumbi, ces malheurs ont commencé pas avec le siège, pas avec le tribunal, ni la cour. L'affaire Stoupi, c'est venu après, avec le parquet. Vous voyez? Donc, il y a un problème d'opportunité. Et là, ils ont fait un très mauvais calcul d'opportunité. La manière, moi, je suis parmi ceux qui ont toujours prôné les réformes. Je viens de le réaffirmer. Mais je considère que pour des fondamentaux comme cette option-là, il faut plutôt aller vers une solution nationale. J'entends par solution nationale une solution portée pratiquement par tout le monde et passant par la voie consensuelle. Et c'est pour cela que je ne fais que répéter ça plusieurs fois. Vous savez, même avec toi, on en a parlé. Je proposais qu'on crée une tempore non suspecto. À un moment, on ne suspecte rien. Une équipe que j'ai appelée comité scientifique qui va nous lire la Constitution. Ça fait plus de 10 ans qu'on applique la Constitution. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, en gardant les options en matière de démocratie, en matière sociale, en matière économique, en matière de droits de l'homme, et ainsi de suite. Comme ça, nous évoluons calmement, sereinement, pour faire ces réformes. Nos amis des FCC, ils n'ont même pas pris soin d'associer leurs coalisés, leurs alliés. Et c'est pour cela que l'UDPS, à bon droit, proteste. Mais vous êtes resté quand l'UDPS est sorti pour... J'en viens. Si vous voulez que je pose la question, je veux vous répondre. Donc, c'est venu un peu, on veut faire les choses à la hussarde. Paf! Un coup. Et c'est ça, l'indépendance. Oui, les collègues Minako et Sakata disent que non, l'article 149 alinéa 3, l'indépendance ne concerne que les juges, parce que c'est dit, le pouvoir judiciaire est indépendant et le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux. Ils considèrent que les magistrats du parquet, donc on appelle généralement les procureurs ou le ministère public, ne sont pas concernés. Mais non, il faut faire attention. C'est pour cela que peut-être il faut modifier un peu les choses. Ce qui compte pour le Congolais, c'est quoi? Vous et moi, et parce qu'on parle au public. C'est que maintenant, contrairement au temps passé, tous ceux qui concourent à la mission de dire le droit, bien sûr, il y a les auxiliaires, dont je pense les avocats, mais les avocats sont autre chose parce qu'ils défendent leurs clients. Mais les ministères publics, vous voyez quand ils sont assis là, vous avez les juges, le ministère public à côté, puis le greffier. Ils font partie du grand service public chargé de dire le droit. Donc on ne peut pas considérer que le magistrat du parquet peut être soumis aux diktats, aux injonctions inconsidérées d'un homme politique qui est le ministre de la Justice. Donc pour le Congolais normal, y compris même nous qui avons étudié le droit, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là
soit soustrait de ce type d'interférence, non seulement de ceux qui dirigent le pays, mais aussi de puissance d'argent, d'où la problématique de la corruption. Donc, c'est plus le magistrat, l'indépendance du magistrat que du pouvoir judiciaire sensu stricto, tel que défini par la Constitution, que nous tous nous cherchons. Et on l'a vu dans le procès Caméré, qui a quand même une avancée. Vous voyez ça? Donc, on ne peut pas, je dis tout le temps que la loi n'est pas désincarnée. La loi répond à un besoin de justice exprimé par la population. Donc, on ne peut pas concevoir les choses comme ça en dehors de la société. Vous voyez? C'est comme on dit, le fait précède le droit. Je n'aime pas entrer là-bas parce que ça c'est un autre problème. Ouais, parce qu'on a abusé de ça. Les faits précèdent le droit, ça signifie que sociologiquement, l'origine sociologique, ce sont les faits, comme je dis, qui commandent la règle, si vous voulez, l'élaboration de la loi, qui commandent l'élaboration de la règle de droit. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas que là où il y a des règles, on s'en passe, on fait autre chose, on dit, les faits précèdent le droit. Donc, je crois que là, on en abuse. Donc, par rapport à votre question, c'est que nous reprochons à nos collègues, c'est l'inopportunité et la manière de le faire. D'accord. Donc, il ne faut pas considérer que dans la salle ce peuple accepte tout. Je suis sorti pourquoi? Vous étiez d'abord resté et puis vous êtes sorti. Oui, nous sommes restés parce que l'UDPS, quand elle est sortie, il n'y a pas eu une concertation. D'accord. Nous sommes de la famille politique de l'opposition et ils sont alliés au pouvoir. Oui. Donc, la moindre chose aurait été qu'on se concerte parce que là, c'est une situation objective. C'est un problème que nous défendons tous. Parce que là, il n'y a pas noir et blanc, opposition, majorité. Tous ceux qui veulent aller de l'avant, dans le respect de la Constitution, devaient se mettre d'accord. Alors, ils sont sortis. Nous sommes restés seulement à 3 contre une vingtaine de personnes, à peu près 25 de la majorité, pour ne pas dire de PPRD. Il y avait ces Sanga, qui n'est pas membre de la PAJ, Mbaou du MLC et moi. Donc nous étions 3. Mbaou et moi, nous sommes membres de la PAJ. Il faut dire la vérité. Nous sommes parvenus à convaincre les amis pour qu'on estirpe de la réforme qu'ils proposent tout ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la Constitution. On a avancé sur le Conseil supérieur de la magistrature. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais moi, ma famille politique, c'est-à-dire mon groupe parlementaire, y compris le groupe parlementaire de Sesanga. Sesanga, c'est AMK, nous, c'est G7, MSG7, et le groupe MLC de Mbao, ils étaient en réunion pour définir notre position. Oui. Moi, j'ai participé par téléphone à cette réunion-là. Nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que non, nous ne pouvons pas nous cautionner cette aventure-là. On ne sait pas trop où est-ce que les amis nous amènent. D'autant plus, comme je viens de vous dire, la manière dont les propositions sont arrivées nous laissait nous tous pantois. Et je vous apprends que malgré ce qu'on a dit, jusqu'au moment où on a quitté la commission, on n'avait pas des observations du gouvernement. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et lorsque, à la fin des travaux, nos groupes parlementaires ont sorti une position commune que je viens de vous rappeler, à l'élaboration de laquelle j'ai participé, il est clair que je devais être conséquent avec moi-même. Je ne peux plus continuer. Deuxième raison, c'est qu'avec les gens de FCC, moi je le connais très bien et vous comprenez pourquoi, on ne sait jamais par la suite. Ils peuvent vous dire oui maintenant, et après, mais on arrive en plénière, on vous dit non, c'est la dynamique de la plénière. La plénière est souveraine. Et dans leur rang, ils vont sortir des amendements qui vont mettre tout vraiment à plat. Tout ce que vous avez convenu. Parce qu'en commission, on discute le plus longtemps possible. Et ça, c'est pas de la théorie. J'ai fait longtemps à l'Assemblée, je sais de quoi je parle. Un exemple est simple. La dernière fois, on a fait le règlement intérieur. Il y a une année, j'étais membre de la commission du règlement intérieur. Un cas précis. Nous avons proposé, Joly et moi, que désormais, tout celui qui est membre du bureau de l'Assemblée n'exerce pas des fonctions actives dans un parti. Un président, un vice-président, un rapporteur qui est en même temps chef d'un parti. Et nous ne sommes pas le premier dans beaucoup d'assemblées. Et c'est rare que vous trouviez une assemblée délibérante avec à sa tête ou dans son bureau des gens qui sont vice-présidents, qui sont présidents, qui sont je ne sais pas quoi, dans un parti, tout au plus membres du bureau politique. D'accord.
On s'était mis d'accord. On arrive en plénière, tout a changé. Ils ont fait des amendements et c'était même difficile pour nous de parler. Même si par une ou deux fois, moi j'ai pris la parole. Et on a remis en cause ça. Alors quand arrive la crise avec Kaboun, moi je me moquais je disais, bah alors qu'est-ce que je vous ai dit? Hein, mon jeune frère est resté président de l'UDPS. Il a les obligations comme président d'un parti. Ah oui. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ça. Alors, la dernière raison, je l'ai exposé longuement, c'est qu'à partir du moment où je suis dans une démarche de consensualité, je propose des réformes négociées. Je ne peux plus continuer dans une démarche où une famille politique vous dit, et Minakou l'a dit, je n'invente pas des histoires, sur les antennes de Top Congo, que oui, ça passera parce que nous sommes majoritaires. Voilà pourquoi j'ai quitté, j'ai dit non. Je dois rester conséquent et continuer. La démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité. Hein. C'est mieux la raison de la majorité. Nuance. Voilà. Qu'est-ce qui arrive au mois de septembre? Et j'allais même vous dire, en politique, il ne suffit pas d'avoir raison. Encore faudra-t-il convaincre et avoir l'adhésion pour légitimer. D'accord. En septembre, quand ça revient, vous allez faire quoi en ce moment-là encore? Bon, d'abord, je ne sais pas quel type de procédure on a adopté là. Je ne connais pas. Bon, peut-être qu'il y en a plus parlementaires que moi. Je n'ai pas le monopole de la raison parlementaire. Je ne connais pas une fois, je n'ai pas entendu parler dans un autre parlement, où la loi est dans le pipeline. Ce n'est plus dans la phase administrative, bureau d'études ou quoi. Et puis on dit non, on suspend. On va permettre aux auteurs d'aller parler. Mieux convaincre. Convaincre, je ne sais pas d'où ça vient. C'est écrit. Vous n'avez jamais vécu ça depuis que vous êtes à l'Assemblée? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez manager. Vous pouvez manager votre loi comme vous voulez à travers des lobbies sociaux, des lobbies politiques. Mais qu'on arrive à interrompre une procédure législative au motif qu'on doit vous permettre d'aller convaincre, ça c'est encore une fois le produit de nos tares. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays organisé. Et c'est pour cela, Peter, que nous n'avançons pas. Non. Le président, la présidente de l'Assemblée, son bureau, ils sont bien sûr membres des partis politiques. Mais à la direction du Parlement, à la direction du gouvernement, vous n'êtes pas colleur d'affiche d'un parti, d'une organisation politique. Et si on est président ou président d'une assemblée délibérante, c'est pour assurer tout le monde, c'est pour faire respecter les règles. Est-ce qu'il y a une règle qui le permet? J'en sais rien, mais je ne crois pas que cela. Je voudrais croire que c'est un retrait en douceur de cette réforme-là, encore que j'ai oublié de vous dire. On a réglé le problème du rapport entre le ministre et le parquet. Si vous lisez la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, il est prévu le pouvoir d'injonction positive du ministre de la Justice. Il peut dire, monsieur le procureur, poursuivez. C'est ce que le ministre de la Justice a fait lorsqu'il a demandé qu'on ouvre le registre du ministère public, l'action publique concernant les 100 jours, à la demande du gouvernement. Mais il ne peut pas dire ne poursuivez pas. C'est peut-être, préciser davantage le contour, l'étendue du pouvoir d'injonction sans pour autant faire des officiers du ministère public, de collaborateurs ou des assujettis ou des serviteurs serviles, je m'excuse de cette tautologie, du ministre de la Justice. D'autant plus que, c'est important, le magistrat, qui soit du siège du parquet, il est agent public. Et vous savez qu'il existe un code de bonne conduite des agents publics qui implique la neutralité, l'impartialité, parce que l'administration publique, quelle qu'elle soit, est ouverte à tout le monde. Il y a le principe de l'égalité de traitement, le principe de l'impartialité, le principe de la neutralité de tout service administratif. Donc déjà à ce titre, le magistrat, fût-il du parquet, est soumis à certaines règles. Vous voyez. Et donc voilà toute la promesse. Donc je dis à nos amis du PPRD, ça c'est le PPRD en fait, retirez la loi en douceur, on vous comprend et le tout sera à votre actif. Voilà. D'accord.
tollé général, dossier Sony. Vous avez fait des propositions. Vous avez un projet de loi à l'Assemblée nationale sur les réformes. D'abord, on part là où tout le monde part. On commence par la forme, on va aller au fond. Pour ou contre la désignation de Ronsard Malonda? Ce n'est pas Ronsard Malonda qui compte pour moi. Bon, parler des jeunes, c'est un jeune. Il a été directeur des opérations, la direction la plus importante de la CENI du temps de Pasteur Mulunda, secrétaire exécutif national. C'est le plus haut fonctionnaire de la CENI. Ah oui, le secrétaire national, parce que le groupe de 13, parce que maintenant c'est 13 de la loi actuelle, c'est la direction. Je ne veux pas dire politique, parce que ce n'est pas politique. La direction qui décide de la mission, de la manière de remplir la mission de la CENI. Mais, le chef de l'administration de la CENI, les grands fonctionnaires qui assurent l'exécution des décisions de la plénière de la CENI du bureau, c'est le secrétaire exécutif national. Toute proportion gardée, c'est un peu le premier ministre de la CENI. Je dis, mais toute proportion gardée. Sur la fonction qu'il a assurée auprès de Corneille Nangaa. Donc, en matière d'expertise, il a quelque chose à dire, comme il y a d'autres Congolais qui existent au pays et à l'étranger. Donc, je n'entre pas dans ça. Ce n'est vraiment pas ça mon problème. Ça peut être Malonda, pourquoi pas, ça peut être... Mais ce que je déplore d'abord, c'est la congolité, permettez l'expression. C'est une maladie dont nous avons difficile à nous débarrasser. Ça veut dire... La tribu au Malonda, c'est né Congo, c'est le Congo central, où telles candidatures ont été écartées parce que ils ont dans le même aire géographique que les chefs de l'État, c'est-à-dire que les Baluba, les Kassaïens, et les gens parlent avec beaucoup de légèreté de cela sans se rendre compte de la bêtise et des effets nocifs, délétères de ce type d'attitude par rapport à la cohésion nationale et au développement de notre pays. C'est écœurant quand j'entends cela de la part des intellectuels. Je dis tout le temps intellectuel parce que quand même moi, j'ai confiance à celui qui connaît, qui a étudié, qui a été même un jour sur les bancs de l'école. Vous, les journalistes, prenez le temps parce que vous êtes des aiguilleurs, vous êtes des formateurs de la conscience civique. Et même de la maturation, des artisans de la maturation politique d'un peuple. Prenez le temps de lire. Ceci dit, je veux parler de la forme. Il y a eu, je prends vraiment pour aller vite, quelques irrégularités phares. Il y en a 6, mais je ne vais pas développer les 6. La première chose, parce que je veux parler de la loi. Quand vous lisez l'article 28 de quoi? De la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, il est clairement dit que la CENI dépose un rapport d'activité, si vous voulez, à l'issue de chaque processus électoral et un rapport à la fin de chaque exercice budgétaire, si je peux dire ainsi, donc le rapport de gestion dépose à l'Assemblée nationale. C'est une obligation légale. Et avec Malo Malo, avec Mulunda, ça a été fait ainsi. Et qu'est-ce que nous faisons habituellement? On dépose les rapports, nous évaluons les activités de la CENI, et vous verrez que systématiquement, avant de désigner les nouveaux membres, sauf quand on est venu de San City, c'est le départ, on modifie, on ajuste la loi, et puis après, on nomme. La CEI de l'abbé Malo Malo, c'était 6 personnes. Et il y avait aussi des problèmes de fonctionnement. Nous avons décidé de créer la CENI, qui était composée de 7 personnes. La CEI de Malo Malo avait une plénière. Quand nous créons la CENI, avec Mulunda, on a supprimé la plénière. Et vous voyez, on a ajusté la loi. C'est sur base de ça qu'on a désigné. Quand vous parlez de vous là, c'est l'Assemblée nationale. Hein? Nous l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, et la loi, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce qu'il n'y a pas de loi, nous sommes dans un parlement bicaméral. Il n'y a pas de loi qui ne soit pas passée par les 2 chambres. Lorsqu'on termine avec le pasteur Mulunda, même exercice, on a des rapports
on les étudie, on discute, on évalue et on décide maintenant de modifier la loi. Nous passons de 7 à 13 membres et il y a une plénière qui a beaucoup de pouvoir. Après, on désigne l'abbé Maloma, que son âme repose en paix, comme nous le disons sincèrement, et il a continué jusqu'au moment où il est remplacé par Corneille Nangaa. C'est exactement ce que nous faisons. Et c'est dans cette perspective-là que moi, j'ai proposé la loi pour modifier le cadre légal, le cadre institutionnel de la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections. Pas d'élection, pas de changement au pouvoir, à la tête de l'État, dans les organes délibérants, sans passer par la CENI. Vous voyez le rôle de la CENI. Et j'ai proposé cette loi pour faire des ajustements. Vous verrez comment j'ai justifié, parce qu'effectivement, nous avons 3 processus électoraux qui n'ont pas été le plus pacifiques, le moins contestés. Ça, nous sommes des Congolais, nous savons de quoi je parle, inutile d'aller dans le détail. En même temps, Corneille Nangaa ne s'est pas dérobé de ses obligations. Il a déposé un rapport sur le processus électoral qu'on nous a distribué. Il venait de déposer il y a quelques semaines le rapport sur la gestion exercice 2019 qu'on nous a distribué. Alors, on ne comprend pas pourquoi Madame la Présidente, avec son bureau, pourquoi ont-ils décidé de bloquer l'examen du rapport et de bloquer la loi. J'ai déposé la loi le 8 septembre de l'année dernière. Quelques semaines après, comme ça s'est fait, c'est la phase administrative, le bureau d'études m'a appelé, il y avait quelques petits problèmes, on a ajusté. Normalement, la loi devait aller au gouvernement depuis longtemps pour ces observations en vertu de l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. C'est resté dans les tiroirs. Au mois d'avril, j'insiste auprès de madame, c'est au mois d'avril de cette année qu'elle envoie la proposition au Premier ministre à l'effet d'obtenir des observations du gouvernement. Et, pour faire court, le 25 mai, elle me transmet des observations du gouvernement, qui étaient pas mal, hein. C'est le gouvernement a permis d'avancer dans ce sens-là. Donc, à partir de ce moment-là, d'après le règlement intérieur, la loi doit être programmée pour délibération, pour examen à l'Assemblée nationale avant de monter au Sénat. J'ai tout fait, je lui ai fait des testos, j'ai même parlé au deuxième vice-président qui est chargé de problèmes de députés. J'ai dit, mais dites à madame, s'il y a une raison, qu'on me l'explique. Je suis député. L'article 130 de la Constitution dit que l'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député, à chaque sénateur. Je n'ai fait que user de mes droits, de mon pouvoir constitutionnel dans le cadre de mon mandat. Pourquoi elle m'empêche d'exercer mon mandat? Absolument rien. C'est dans ce contexte-là qu'on nous amène l'affaire du président. Voilà, première irrégularité. La deuxième, l'article 12 de la même loi dispose que les 13 membres, une fois nommés, l'Assemblée nationale entérine. Et suivez-moi bien, parce que là aussi, il y a de la désinformation, de l'intoxication, même de la part des membres de la PAJ, des députés. Entériner, Peter, je demande à tous ceux qui nous écoutent, ouvrez le dictionnaire, Larousse ou Robert, Micro, Petit Robert, tout ce que vous voulez. Entériner, c'est quoi? C'est valider, c'est approuver. Valide-t-on sans prendre connaissance du dossier? Non, pas du tout. C'est pour cela que, et c'est la troisième irrégularité, c'est pour cela que nous avons dans le règlement intérieur actuel, je peux même le lire l'article, mais ça va nous prendre du temps, j'ai le règlement intérieur, il est là, l'article 49, qui dit quoi? À l'initiative du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pas que le bureau peut ne pas faire. L'Assemblée plénière crée une commission spéciale chargée de donner des avis sur l'entérinement ou la désignation des membres de certaines institutions publiques dont la compétence lui est confiée. Cour constitutionnelle, institution d'appui à la démocratie. C'est-à-dire que lorsqu'on nous amène un dossier complet avec CV et tout, nous créons cette commission spéciale. L'Assemblée nationale crée la commission. Oui, comme on fait au Sénat américain, parce que ce sont des choses que nous suivons. Je donne cela pour qu'on comprenne bien. Ils ont une procédure qu'on appelle hearing. Alors, si c'est M. Peter, vous passez à la commission. La
commission échange avec vous, vous pose des questions, on voit votre CV, si vous n'avez pas d'antécédent judiciaire, ou antécédent si vous voulez de santé, et à la fin, la commission fait un rapport à la plénière, voilà, tel monsieur que nous devons désigner pour la Cour constitutionnelle, pour la CNDH, pour votre histoire d'audiovisuel et tout, ça va, et c'est en ce moment-là que la plénière décide. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le dossier qui est venu? Premier élément, on nous a amené seulement le président. Ce n'est pas possible. Il est venu en électron libre. Parce que l'article 12 parle des membres de la CENI. Donc il faut que le 13 là aussi soit. Oui, parce que dans ce cas précis, on n'applique pas l'article 15, qu'on a appliqué lorsque l'abbé Malomal est mort, quand on a eu là le dossier de Corneille Nangaa. Parce que là, c'est en cours de mandat, on remplace. Mais ici, tous les membres de la CENI n'ont plus de mandat. Les délégués de la société civile, 3, les délégués de la majorité, 6, les délégués de l'opposition, 4. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais on nous amène un président. Un nom en disant un président. Est-ce à dire que l'objectif c'était de nommer un monsieur qui connaît l'administration, il arrive, bon, signature dans le compte et tout, il lave, il nettoie les écuries, tout, et quand les autres arrivent, il n'y a plus rien. Et quand vous allez examiner les rapports de gestion, vous n'avez plus les références. Vous n'avez plus donc des éléments. On peut effacer les traces. Je n'ose pas le dire. Vous comprenez? Et quand on va compléter, on va dire non. Maintenant, on peut examiner la loi Lutunula. Eh bien, on ne touche plus au bureau et tout. Est-ce à dire que c'est cela? Tout porte à croire. Et la commission, on ne l'a pas créée. Vous avez suivi. Et ce qui était plus grave, le point n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Et on n'a pas distribué les documents. Parce que l'article, je crois, 70 du règlement intérieur, je peux me tromper l'article, mais c'est ça, dispose clairement que les documents sont distribués 48 heures avant, sauf en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, on distribue les documents séance tenante. Vous comprenez? Et sur ce dossier, non seulement on ne l'a pas programmé, parce que tout ce que nous discutons, vous suivez à la télévision, mes chers frères, mes chers compatriotes. Le bureau entre, moi j'étais membre du bureau. La séance est ouverte. Chers collègues, voici l'ordre du jour. Vous l'approuvez et vous examinez les points inscrits à l'ordre du jour. Vous comprenez? Et en ce moment-là, quand on arrive à tel point, on a les documents. Soit qu'on vous les a donnés 48 heures avant, soit qu'on vous le donne, séance tenante. Mais on avance, l'ordre du jour est terminé, on dit, paf, communication du bureau. Ah bon? On nous parle de la CENI, mais où sont les documents? C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est comme ça. Des collègues veulent faire des motions, elle refuse catégoriquement les motions. Alors que dans le règlement intérieur, il est clairement dit, quoi, l'article 78, 79, comme ça, que les motions ont priorité. Et lorsqu'on va intervenir par motion, même si on débat la question principale, on interrompt la question, on reçoit les motions. Elle a refusé les motions. Elle a été catégorique. Ça, c'est la présidente. Oui, plus encore, elle a ordonné qu'on coupe la retransmission. Oh. Oui. Elle a ordonné qu'on coupe la retransmission. Mais alors, c'est une maman avec ses enfants. Est-ce qu'on peut s'empêcher maintenant de se poser des questions? C'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui. Et j'ai entendu de collègues députés, même des journalistes, dire, non, l'entérinement, c'est un simple constat. Mais pourquoi on l'a prévu? Si on nous a amené un fou qui est sorti du CNPP, si on nous a amené quelqu'un condamné à 10 ans ou condamné, c'est pas moi, ou quelqu'un dont la moralité est désapprouvée par l'ensemble des Congolais, est-ce que nous serons responsables? Mais il semble que la plénière est suprême. Non, j'en viens. Donc, il y a des gens qui se sont permis de dire, non, l'entérinement, d'ailleurs, c'est pas nécessaire d'inscrire ça à l'ordre du jour, c'est un peu le divers. Alors, quelle injure aux parlementaires. Quelle injure aux parlementaires. Et voilà dans quelles conditions, quelqu'un de leur rang, je crois, du PPRD, parce que c'est le PPRD qui mène la barque dans tout ça. Motion, il intervient, allez, on donne la parole. Non, c'est bien, tout ça, allez applaudir, et puis debout, la séance est levée. Ça s'appelle du mépris. Ça s'appelle de l'injure.
Ça s'appelle cracher sur les institutions, les députés et le peuple congolais, que eux ont toujours considéré comme un peuple méprisable, corvéable à merci. Vous donnez 1000 francs, les jeunes gens vont descendre dans la rue. Il faut que le Congolais comprenne ça. Quand nous votons les gens, voilà l'irrégularité ou les irrégularités à ce stade-là. Quand je vois des collègues, parce qu'on est du PPRD ou du FCC, avaliser ça ou chercher à justifier ça. Ah oui. Et comme vous dites là, la plénière est souveraine. Non. La plénière n'est pas un État dans un État. Je préfère dire, quelque part, que la plénière a un pouvoir discrétionnaire, pour ne pas abuser du terme souverain, par rapport à ce qu'elle fait. Parce qu'il y a la loi. La loi, c'est la Constitution, le règlement intérieur, dont la constitutionnalité est confirmée et certifiée par la Cour constitutionnelle, et d'autres lois sur les matières que nous traitons. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas vous lever le matin, la plénière est souveraine, on abuse de ça. Vous comprenez? Donc, voilà la dernière irrégularité, et j'ai dit, je ne l'exposais pas le tout. Vous savez, non seulement le procès verbal qui nous a été lu et le rapport n'ont pas été distribués, mais lisez l'article 17 de la charte des confessions religieuses. Ceux qui engagent de confession religieuse, c'est le président, actuellement c'est l'Église catholique, et le vice-président, actuellement c'est l'Église de Christ au Congo. Ces PV ne sont pas signés par les autorités habilitées par leur propre convention à engager les confessions religieuses. Donc c'est un faux commis en écriture. Et Madame la Présidente... Non, attendez, Madame la Présidente a fait décider, pas nous, à ses collègues de son parti, de son obédience, en faisant usage d'un faux. Vous dites, 6, tout ça. Je n'entre pas dans ça, parce que je n'ai vraiment pas le problème avec de Manonda. Vous savez, quand le présidium de la plateforme de confession religieuse a appris qu'il y a des documents déposés, Madame la Présidente, je crois le 10, le cardinal Ambongo, qui préside à la place de Monseigneur Lutembi confiné à Kisangani, et le pasteur Bokondo, ils ont écrit à Madame la Présidente, avec copie chez le président de la République, pour dire non, voici comment nous sommes organisés. C'est leur loi interne. Les documents qu'on vous a déposés, nous les ignorons, ce sont de faux. Voilà, est-ce qu'on peut, si on respecte ses collègues députés, on respecte les institutions de la République, on respecte le peuple congolais, on peut soumettre à ses collègues un faux. Est-ce qu'on peut le faire? Ça n'est pas normal. Elle est ignorante de tout ça ou comment ça s'explique? Elle n'est pas ignorante parce qu'il y a un écrit. Donc, on peut adresser au président de la République. Mais pourquoi elle a agi mais parce que c'est dans leur plan, peut-être qu'on va en parler. Vous avez parlé de loi Minakou et de tout cela. En fait, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, la stratégie habituelle du président Kabila et des siens a toujours été de chercher chaque fois qu'il y a une tempête, chercher un amortisseur, un bouclier. D'où le Premier ministre avec Kodjo, le Premier ministre avec l'accord biaisé, totalement détourné de sa finalité. Je ne cite pas les noms des gens. J'aide les Congolais à comprendre. Je ne cite pas les noms des gens. Et parce que la tempête était toujours forte, même maintenant, elle souffle. Alors, nous acceptons de travailler avec Félix pour lui faire jouer le rôle. Mais ils ont oublié que Félix a des origines politiques, a un parti qui a une histoire, qui a un projet de société, que Félix a un cursus politique. Et il a aussi sa vision de l'avenir du pays qu'il a toujours exposé. Se rendant compte maintenant que ce n'est pas le rôle qu'il voulait lui faire jouer que le Félix joue. Félix est en train de jouer un rôle en se disant « je dois rencontrer le peuple ». Et c'est légitime qu'il ait l'ambition de continuer au-delà de 2023 parce que la Constitution ne le lui interdit pas. Il ne peut pas reproduire
le projet de société, les méthodes, la conception du pouvoir de l'ancien chef de l'État, le président Kabila, avec sa famille politique. Là, il se met dedans. En s'autodétruisant, d'ailleurs. Oui, en s'autodétruisant. Vous voyez? Alors, ils se disent, non, ça, on ne peut pas le laisser continuer à travailler. Il faut bloquer. Il faut embrouiller les cartes. Il faut embrouiller les cartes. C'est parce que si Félix réussit, c'est à son actif. Et s'il réussit aussi, il ouvre bien les jeux politiques comme il est en train de le faire. Les autres, les Katumbi qu'on a exclus, ils vont venir. Donc, ils anticipent. Donc, c'est ça, en fait, la visée. Ils n'ont plus intérêt. Le FCC n'a plus intérêt à la bonne gouvernance, à la bonne gestion, au progrès. C'est pas leur problème. Maintenant, il y en a qui disent, donc la campagne électorale, disons, la préparation des élections a commencé. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Récupérer le parquet. Je vous ai dit comment on a fait avec Katumbi. Récupérer la CENI vite. Et nous avons les deux instruments qui nous ont permis toujours de rester au pouvoir et qui vont nous permettre de revenir, parce que je vous ai dit que le pouvoir organisateur, c'est la CENI. En fait, c'est ça la vérité. La vérité, elle est là. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. L'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est, il est là, il est là. Vous avez vu, on fait le procès Caméré, ça passe, et top, immédiatement, on nous amène le loi pour que le ministre de la Justice, qui doit être le ministre de FCC, si la coalition continue, jusqu'à la fin. C'est ça. La plupart des compatriotes ne comprennent pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis choqué de voir qu'on parle de la Mouka, on nous diabolise, on nous implique dans des histoires, dans des stratégies qui ne sont pas les nôtres. C'est ça le Congolais. C'est ça le problème de la maturité. Celui qui déclenche la crise, c'est qui? C'est le FCC. Pour ne pas dire le président Kabila et les siens. Vous comprenez? Et tout le monde oublie ça. Oublie ça. Nous, nous disons non. Heureusement que l'UDP s'est allé dans la même voie. Bon, le président, il est président, il est pour tout le monde. Mais il a donné une bonne ouverture lors du Conseil des ministres, pas ça c'est officiel, qu'il faut aller vers le consensus, qu'il faut respecter les règles du jeu. Donc, mes chers compatriotes, comme ça la bozo battu le tenté. Opposition, oui, on va donner de l'argent, on va intimider, nous avons l'administration, nous avons. Mais comme l'a dit Félix Tshisekedi, quelle que puisse être la majorité, même des 99%, il ne lui est pas autorisé d'aller à l'encontre des principes et des valeurs de la République, des aspirations du peuple. Mais eux, non. Nos amis ont une difficulté qui est permanente. S'adapter. Vous voulez rester au pouvoir, allez dans le sens de ce que le peuple veut. Ils veulent rester avec le vieux système. Oui. Le pouvoir a ses contraintes. Et le pouvoir démocratique a la sienne, la légitimité qui doit être permanente. La légitimité est dynamique. Maintenant que l'FCC est dans cette logique-là. Oui. L'issue, bon, c'est le peuple qui doit imposer sa décision. Le président de la République, il est là. Il est garant, comme je l'ai dit, article 69 de la Constitution, de l'unité nationale, du bon fonctionnement des institutions et du pouvoir public, de la Constitution. C'est lui qui doit assurer, comme je dis, non seulement le maintien de l'ordre démocratique convenu qui est dans la Constitution, mais la bonne tenue de l'ensemble de la nation, la paix civile. Le président a sa part de responsabilité. Et tout ce processus, qu'il soit légal, qu'il soit possible de désignation, a comme point culminant le président. Et là aussi, on va vous dire, oui, le président fait un constat. Non. Même dans l'investiture, le président a des responsabilités constitutionnelles. C'est pas juste un constat. Non. Il a prêté serment. C'est quoi l'article 71 ou 70 de la Constitution? J'oublie l'article 74, je crois. Mais le président ne peut pas avaliser des choses qui ne marchent pas, qui mettent le pays à feu et à sang. Là, il ne serait plus président. Mais que va-t-il faire? S'il est créé des circonstances exceptionnelles, telles que la nation est en danger, la cohésion nationale est menacée, la légalité républicaine est menacée, le président doit agir. Ça, c'est très clair. Bon, le cas échéant, par exemple. Le cas échéant, comme il a dit au Conseil des ministres, il devrait avoir le courage de nous dire, ça, il y a telle irrégularité, la légalité républicaine n'a pas été respectée. Je n'ai relevé que quelques irrégularités. Il refuse de promulguer ça. 2. Attendez, il n'y a pas de consensus. Et là aussi, pour vous, pour moi et pour le président, c'est pas
la plateforme de confession religieuse qui légalement désigne le président de la CENI. Les gens oublient ça. C'est la société civile. Qui a 3 membres. Oui. Et là, ils se sont mis d'accord. C'est entre eux. Je crois que ça vient de Sun City. On n'a pas le temps, je pouvais vous raconter comment ça s'est fait. Mais est-il qu'à Sun City, l'accord s'est dégagé que c'est l'église catholique qui sort le président de la CEI et l'église protestante, à travers le pasteur Couy, préside la commission Vérité et Réconciliation. C'est ce qui s'est fait au sorti de Sun City. Je crois qu'on est parti dans cette logique-là. Et ils ont confié ça aux confessions religieuses. Mais avec tout ce qui se passe, les 3 présidents qui ont dirigé la CENI, ils sont issus d'où? Confession religieuse, de la société civile. Dans la situation actuelle, il faut revoir la copie. Parce qu'il n'y a pas une différence entre les politiques et la société civile aujourd'hui. Et j'entends des gens qui disent, qu'est-ce que les politiques viennent faire? Mais Peter, c'est nous qui sommes concernés. Le président de la CENI organise les élections pour qu'on sorte un chef de l'État, les députés nationaux, les députés provinciaux, les nationaux devant sortir le gouvernement. Là, ça devient un niveau hautement politique. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous amène n'importe qui, et surtout que cela se fasse dans la violation des lois. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, il n'est pas question, à l'occasion de ce forum, de remettre en cause les configurations politiques des institutions actuelles issues des élections. Vous êtes en train de dire dialogue, vous utilisez ce même méthode. Non, je sais que le dialogue a été galvaudé. Même si le dialogue fait partie des règles de la République et de la démocratie. Parce que ou bien vous dialoguez, ou bien vous entretuez. Donc vous êtes dans la sauvagerie. Un dialogue, ou on va aller dans une transition de 2. Non, ça ne nous intéresse. En tout cas, Moïse Katumbi, nous ne sommes pas sous cette logique-là. Pour organiser des bonnes élections. Non. Moi, je considère que la transition continue parce qu'on a fait 7 ans avec Mobutu. Bon, malheureusement, les élections qui nous ont été produites par la CENI avec les assemblées délibérantes dominées par ceux qui devaient perdre, nous ont replongé dans la transition. J'avais prévenu ça. J'ai dit la transition institutionnelle, le cadrage institutionnel, Parlement, tout ça, c'est terminé. Mais dans nos têtes, dans notre culture politique, la transition va continuer même pendant 20 ans. D'accord. Donc, et pour nous, il n'est pas question d'aller dire formation du gouvernement d'union nationale et j'en passe. Ça, ce sont des problèmes ensemble avec Moïse Katumbi. Et nous avons fait... Pas question de partage de pouvoir. Non, nous en avons parlé à la société civile. Moi-même, j'ai parlé, envoyé avec Salomon Kalonda pour parler avec ceux de la société civile qui ici. Ça, je dis, pour nous, il n'est pas question de ça. Il est question de revoir le système électoral, c'est-à-dire la CENI, la loi électorale, les financements des élections, le contentieux électoral. Bon, s'il y a d'autres thématiques qui nous permettent d'avancer, on verra. Mais absolument, pour nous, Katumbi et nous, il n'est pas question d'aller dire on remet en cause telle composition de telle institution. Du président de la République à la dernière assemblée provinciale. Et là, je dis à la société civile, je continue à leur dire, il faut aller vite. Ceux qui voudront venir, viendront. Si le FCC dit que bon, moi je me détache, je ne vais pas venir. C'est son droit le plus strict. Et nous aurons l'avantage de sortir un minimum de consensus le plus large possible sur ce que nous entendons aujourd'hui par les réformes dictées par des mauvaises expériences du passé. On va éviter les chaos électoraux. Ça ne va pas rendre la tâche facile. Nous savons, mais c'est au peuple de trancher. Et c'est pour cela que nous nous organisons les 13, que l'UDP s'est organisé le 9. Nous nous organisons les 13 le lundi prochain, le 13 juillet, nous organisons la Mouka, opposition politique, même si on n'a pas voulu que nous soyons organisés légalement, une marche... Le porte-parole ne vient toujours pas. Ah oui, mais vous savez, peut-être qu'on pourra en parler, je voudrais terminer avec ce dit. Le lundi 13 juillet, nous organisons Tozakosa la marche pacifique pour, réclamer les réformes institutionnelles. Et à ce qui concerne la CENI, il y a déjà un dossier mûr à l'Assemblée, la loi Lutunula, que vous avez déposé déjà. Que j'ai déposé. Il n'y a pas de raison qu'on ne l'examine pas. Bon, 2, Ponagoloba était pour dire que ce qui concerne le président de la CENI, Foto Zela,
Nous devons attendre la réforme avec les nouvelles modalités. Et puis, nous cherchons une personnalité consensuelle qui n'a pas des antécédents qui nous font peur. Pas nous, tous les candidats, parce que les candidats viennent aussi de la société civile. D'accord. Voilà, c'est pour ça que nous marchons. Et pour dire aussi, troisième objectif, pour Nangoloba, dans Bandeko ya FCC, l'andanzela ya peuple, la réforme ya pouvoir judiciaire, makamako longo la parquet, kotia na maboko na makolo ya ministre de la justice, nous n'en voulons pas. On en parlera dans un cadre général pour qu'il y ait une solution nationale aux problèmes que pose la justice au pays. Donc, je demande à Bana Congo il faut venir. Itinéraire et que vous allez communiquer incessamment par le secrétariat politique de la MOUCA. Vous comprenez? Et c'est nécessaire. Parce que malheureusement, Bandi Konabiso a FCC avec le président Kabila. Bandi Maraka, ceux qui te communent un rapport de force, n'attention, te l'obité, ceux qui la population botiki, vous savez à quoi vous apprendre. Vous votez autrement, les résultats sont proclamés d'une autre manière. Vous dites non, on vient la nuit, le soir, on vous impose des décisions. Vous n'aurez qu'à vous apprendre à vous-même. On a même vu Moïse faire des vidéos. Oui, j'espère que nous allons parler un jour avec les médias de la manière de voter. Je crois qu'il faut une forte éducation civique dans cette matière-là. Donc, c'est important. On ne marche pas pour dire tel quitte le pouvoir, tel on ne l'aime pas ou on l'aime. Non. On marche pour ces trois objectifs. Toko senga na bandeko. Bana mike. Désordre te. Ko pesa bango occasion ya ko sala mabe ya ko bebisa. Ko buka te, ko finga policier aza congolais lokola yo na pasi na yo, ezali pasi na ye. La même chose policier ayebi que pasi na ngai, ezali pasi ya ba congolais nyos. Ko sala manifestation. Voilà l'exemple de Mbujimai. Il faut donner un coup de chapeau. Les autorités provinciales du Kasaï oriental ont compris, ça s'est passé pacifiquement. Ah, gentiment, ça boya qui donc so bon lundi. Lacrymogène et zo bino. Lacrymogène. État d'urgence. Dans un état d'urgence, gentiment le bino marche les autres. Oui, je comprends. Oui, mais vous savez, dans un régime démocratique, il y a une règle d'or. Vous savez laquelle? Salus populi suprema lex. L'intérêt du peuple est la loi suprême. Ce que veut le peuple prime sur tout. C'est ce qu'on appelle la légitimité démocratique. Et ce que nous faisons, nazako bon de la bandeko, ko bebi seloko ya mutute, ko finga mutute, ko sala marche tisika to kosuka, landa communiquer à la muka, makambo koleka bien après tozongi na ndako, ezali message. Oui, mais toza koyebisa. Je ne dirais même pas à policiers, tout ça mis adressé, parce que les policiers obéissent au commandement, à ceux qui donnent le commandement. Pourquoi nous devons affronter la police? Oui. Et c'est dommage. Parce que yo évité que, et si qu'on continue, peut-être qu'on a bangopé, Azana Moussala la police, et na Moussala la soda. Oui, tu ne connais pas tous les militaires, tous les policiers de la République. Donc, Azapen de Konayo. Azapen de Konayo. Namona ki ba image wana. Image a passi, ça dépend. Passi. Et puis, ko bongi selo mokote. Ato zu téléphone ya mutu. Ozui soki dans le bassin $100 na ye. Okoli ya $100 na ti na suka ya vina yote. Il faut, alors que tout ça qu'on senge pas ba konzi na biso. Je suis entré en Lingala. Tenez compte. Tout n'a vu le pays de l'Inde. Tenez compte de ce que veut la population. Vous savez, Peter, vous êtes journaliste. Moi, je suis politique. Tel autre est enseignant, tout. Si ce pays marche bien, un budget de 60 000 milliards de dollars, de 100 milliards de dollars, qui vont profiter le premier? Ce ne sont pas ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. C'est ceux qui travaillent. Vous comprenez? Donc, on s'épanouira mieux. Nous nous épanouirons mieux si le pays marche. Nous avons 4 milliards non réalisés. Attends, vous allez chef de l'État, aux députés, donc c'est ça le message. Donc lundi, Tobima, Nazak
Non, non, n'a tambourate de collaboration. Bah, Lukangai, mais c'est pas la première fois que dans cité veut au coup tanda plastique qui na période ya maréchal. Il est le bon guitar, nana comme bon qu'on a foutu, ça tout là. Comme on a ici à côté déjà prison, mais je n'aime jamais parler de ça parce que je ne peux pas fonder ma gloire en politique ou mon ascension sous les bêtises. Hein, parce qu'il y en a qui pensent qu'en disant tout le temps que j'ai été arrêté, on monte. Non, ça, ce sont des mauvaises choses qu'il ne faut pas vanter. Voilà. Donc, c'est ça par rapport à l'ensemble de questions que tu as soulevées et aux problèmes que se pose la population. C'est notre responsabilité. Hein. Je ne veux pas prendre de comparaison parce qu'on va dire il a pris telle comparaison, il y a ceci, il y a cela, mais nous suivons l'histoire. Il n'y a toujours pas de porte-parole de l'opposition, pourquoi? On a fini. Mais là aussi, un peu. On en a parlé ici. Ouais, brièvement. La loi sur l'opposition, la loi organique dit que, l'article, je crois, 19, que après qu'on ait formé le gouvernement, dans les 30 jours, un des groupes parlementaires de l'opposition écrit au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour qu'il nous convoque en assemblée plénière pour choisir le porte-parole de l'opposition, soit par consensus, soit par vote. Donc, en résumé, vraiment, le temps nous est compté. Non seulement qu'au moment où je vous parle, nous avons un projet de règlement intérieur que nous avons élaboré, quand je dis nous, c'est MSG7, experts, en discussion avec les experts du MLC. C'est-à-dire que le règlement intérieur, ça peut se poser. Ça ne se pose pas en termes, ça ne peut pas conditionner l'élection. Mais aussi, le groupe MSG7, le gouvernement Ilunga Kamba a été investi, je crois, en début septembre. Je n'ai plus la date. Nous avons écrit avant la fin d'un mois, parce qu'un mois, ça s'est terminé au mois d'octobre, à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à Monsieur le Président du Sénat. Et n'ont qu'un rôle de facilitation. Les deux bureaux, précisément, facilitent. Donc, il suffisait que nous appelle en assemblée plénière, en une journée, l'affaire est terminée. Ça, il faut appeler Kabila, il faut demander l'avis de Kabila. Hein. Bon, je ne vous le fais pas dire. Et c'est étonnant. C'est comme ma proposition de loi qui a fait 10 mois, ça va faire une année. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas là où on l'a placé. Mais je suis en train d'écrire à Madame la Présidente, et je vais saisir aussi l'Assemblée, l'Union interparlementaire, qui a des structures pour traiter ce genre de questions. Donc, les avez pas nabisoté. Kolobate, tout ça, non. Ba bloquer salaka. Ba bloquer, convoquer bisoté. Est-ce que nous pouvons nous réunir au palais du peuple sans qu'on nous ait interdit? On ne sait pas, c'est possible, on peut fermer tous les locaux. Alors, nous ne pouvons pas nous réunir dans d'autres palais du peuple. Voilà ce qu'il y a. Donc, et sur ce point-là, c'est important. Et donc, ce qu'ils font là, c'est violer la Constitution et la loi sur le statut de l'opposition. Parce que le porte-parole fait partie de la reconnaissance légale et constitutionnelle de l'opposition. Ça fait pas, je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de porte-parole, c'est-à-dire on bloque la loi, on bloque l'article 8 de la Constitution. D'accord, on a fini. Deux petites questions. Ouais. Première, la gestion de Bambunda comparée au président antérieur, montée ou catastrophe? On continue la descente aux enfers. Je pèse mes mots. On continue la descente aux enfers. Dernière question. FCC Cash. Comment voyez-vous l'avenir du comportement de Kabila et sa bande de Félix? Que devront faire Félix pour sortir grand? L'avenir est entre leurs mains, comme l'a dit le coordonnateur du FCC, Néhémie Mouilagna, que la coalition existera, continuera, tant qu'il y a la volonté politique. Conseil Naroupé, c'est le conseil que je donne. Laissez Félix travailler et à Félix travailler bien. Je suis de l'opposition, ça peut étonner certaines personnes qui tiennent ce discours-là. Félix a dit qu'il a besoin d'une opposition organisée à Kisangani avec vous. N'est-ce pas? Oui. Ou de la presse. Il a répété aussi en Europe, si je ne m'abuse. Nous voulons dire que nous sommes organisés. Il faut que les institutions marchent bien, qu'on nous laisse désigner les porte-parole de l'opposition. Et je demande au président de la République de s'impliquer, même si ça concerne les deux bureaux des chambres, mais le président garant a un pouvoir d'impulsion. Il a une magistrature d'influence. Je suis l'opposition. Je veux aussi
que ça marche pour me permettre aussi de circuler, de trouver de la matière. Nous sommes une opposition républicaine avec Moïse Katumbi, donc nous devons être en mesure de dire ça, ça ne va pas, ça va, et on ne fonctionne pas s'il continue à se paralyser. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on laisse celui qu'ils ont accepté travailler, parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour votre bouclier et lui arracher l'instrument de travail. C'est ce qu'ils font systématiquement. Ça ne se comprend pas. Voilà. Sinon, alors, Congolais, prenez vos responsabilités. C'est-à-dire, bientôt il y aura élection. On ne veut pas qu'on ait une élection. Vous devez réclamer. C'est démocratique. Un rapprochement vu, Lamuka cache. Je vous ai toujours dit, je ne fais jamais la politique fiction. Entre Félix je vous ai toujours dit, Félix je ne fais jamais la politique fiction. Je ne connais pas. Ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne connais pas un rapprochement entre Lamuka et la coalition. Bon, écoutez, vous êtes un homme comme moi, je suis un homme comme vous. Oui. S'il y a autre chose qui se passe, nous n'avons pas la magie quand même. Il n'y a que Dieu qui peut dire que ça se passe. On a fini. Alors, Pierre Lumbi était un homme très proche de vous. Qui ça? Pierre Lumbi. Ah oui. J'avais avec Pierre des relations professionnelles, mais de relations, j'allais dire, de famille. C'est un aîné que j'ai découvert à la CNS. Nous étions avec Martin Faïlou. C'est avec les Lumbi, les Kandolo, le docteur Lumbi, ils sont tous morts. Hein, qu'on a structuré la société civile, où on en a fait, si vous voulez, une force politique. Ça va vous étonner parce que ça semble être une contradiction. C'est-à-dire un intervenant comme groupe de pression, comme vigile de la démocratie dans le processus de décision politique. Et nous sommes partis de là, sans continuer comme vous le savez. C'était un fin stratège, un visionnaire, un homme de conviction. Et je crois que même le président Kabila, dont il était conseiller spécial, peut le témoigner. C'était un point de ralliement. C'était une cheville ouvrière d'Ensemble pour la République. En fait, qui sont restés comme aînés, Ndundu et Lumbi. Nous autres, on vient par la suite. On a perdu un pilier, mais je dis toujours, on a perdu un chef d'état-major. Il est resté le commandant suprême de nos troupes, c'est Moïse Katumbi. Et j'appelle tous ceux qui croient en nous, à Moïse, Ensemble pour la République. Je les appelle à venir, à travailler dur. C'est la meilleure façon de rendre hommage à Pierre Lumbi, de perpétuer son œuvre et sa mémoire. Et d'accomplir son rêve qui était de voir Moïse Katumbi président un jour dans ce pays. Oui, il n'a pas vu malheureusement. Il a rêvé, nous continuons à rêver, mais surtout nous avons la conviction qu'on y arrivera parce que nous sommes déterminés à ne pas trahir le peuple. Nous avons quitté le président Kabila, point de besoin d'y revenir, lisez nos 3 lettres et nous devons démontrer toujours que nous n'avions pas tort. D'ailleurs, je leur dis aux gens du président Kabila que si vous nous avez suivis, il n'y aurait jamais eu un seul mort. Les choses se sont passées et toi, l'être à son honneur et à l'honneur de sa famille politique. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est cet appel que je lance. Nous avons pleuré Pierre, il faut essuyer les larmes, il faut lever les deuils, mais la meilleure façon vraiment de l'honorer, c'est que là où il est, parce que les morts ne sont pas morts, nous disait les Tempels, c'est d'entendre un jour que voilà, notre projet de société, notre rêve est réalisé avec toutes les forces de changement. Triste quand même que le FCC du Kabila n'ait pas fait même un message de condoléances. Pour quelqu'un qui a évolué avec eux pendant plusieurs années, ce n'est plus de la politique, cette aisance, c'est maintenant de la haine. Oui, quand on considère l'exercice du pouvoir comme le stade suprême de la jouissance de la vie, on en fait un enjeu vital, pas un enjeu pour servir. On développe de telles haines. Et la République, ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas ça. La société bantou, nous sommes des bantous, nous Congolais, ça n'est pas ça. Et j'apprécie beaucoup, nous apprécions beaucoup le président Félix Antoine Tshisekedi qui est venu s'incliner et qui suivait l'état de santé de Pierre Lumbi
alors que nous sommes de l'opposition. Il est de la coalition au pouvoir. Vous voyez en France, quand Mitterrand est mort, dernièrement quand Chirac est mort, tout le monde était là. C'est ça. Nous avons besoin de ça. L'essence de l'intérêt général. L'essence de la République. Une société de solidarité. Nous avons besoin de ça. Le Congo a besoin de vertu, de l'intégrité, des intelligences actives et un leadership engagé résolument à servir tout le monde. Merci beaucoup, honorable Christophe Tondola. Merci. Pour cet échange qui va vraisemblablement édifier les Congolais. Je retiens une seule phrase que vous avez lancée à ceux qui croient en vous, vous deux ensemble, qu'il faudrait maintenant penser les larmes, essuyer les larmes, se lever et faire du rêve de Pierre Lumbi une réalité, de voir votre projet de société en action et une escapade du président. Espérons que le message est passé. Mesdames, mesdames et messieurs, grand merci à Arnaud de Massamba, au frère Moulin qui réalise cette émission et à Louison Kiassi qui sont les deux meilleurs techniciens qui font ce que nous puissions vous capter dans vos maisons. Suivez-nous sur YouTube, petertienrdc.tv et aussi sur Congo Télévision dimanche 21h, mardi 8h30. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.